Le Togo prend des mesures pour préparer sa jeunesse aux défis et aux opportunités de l'ère digitale en lançant une série de programmes de formation numérique visant à doter les jeunes Togolais des compétences nécessaires pour réussir dans un marché de travail en constante évolution. En effet, conscient de l'importance du numérique dans le développement économique et social, le gouvernement togolais, en partenariat avec le Commonwealth, a mis en place des initiatives novatrices. Ces programmes de formation couvrent un large éventail de domaines allant des transformations numériques, du développement de logiciels à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle. Cependant, l'un des aspects les plus remarquables de ces programmes est leur adéquation avec les besoins du marché du travail. Les formations sont conçues en collaboration avec des entreprises locales et institutions académiques, administratives, garantissant ainsi que les compétences acquises par les jeunes Togolais seront directement applicables dans le monde professionnel. Également, les programmes visent à promouvoir l'inclusion numérique des femmes et des filles en les encourageant à poursuivre des carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. En dotant sa jeunesse de compétences numériques de pointe, le Togo se positionne comme un acteur clé de l'économie numérique en Afrique de l'Ouest. Ces initiatives viennent renforcer les compétences numériques destinées à 200 cadres professionnels et étudiants. Notons que le Commonwealth aide le Togo à élaborer des programmes de formation de qualité, à mobiliser des ressources et à établir des partenariats avec des acteurs clés du secteur numérique. Le 26 mars dernier, un commissariat spécial des gares routières du Grand Lomé a été inauguré à la gare routière d'Agbalépé-Dogan. Cette nouvelle infrastructure de sécurité vise à réguler et à contrôler les activités de transport dans la région du Grand Lomé. En effet, les gares routières jouent un rôle crucial dans le commerce et le transport au Togo, mais elles sont confrontées à des problèmes tels que l'insécurité, le trafic illicite et le surchargement des véhicules. Le nouveau commissariat s'attaquera à ces défis en fournissant aux forces de l'ordre les outils nécessaires pour gérer la situation locale. Ses principales tâches comprennent la lutte contre les dysfonctionnements en identifiant et démantelant les stations illégales, l'amélioration de l'inspection des personnes, des véhicules et des marchandises au point d'entrée et de sortie des stations. Par ailleurs, le commissariat assurera également une présence policière active pour prévenir la criminalité, sécuriser les gares routières, protéger les passagers et leurs biens et effectuer des patrouilles régulières autour des stations pour dissuader les comportements à risque. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à moderniser les infrastructures de sécurité à travers le pays afin d'adapter les mesures de sécurité aux réalités urbaines et aux défis du transport. Notons que les autorités considèrent ce commissariat comme un outil stratégique pour rationaliser le trafic, protéger les utilisateurs et améliorer la gouvernance dans le secteur des transports. Depuis 2022, le nord du Togo fait face à une montée inquiétante de l'insécurité liée au groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Selon un récent rapport de Konrad Adenauer intitulé « Une ligne de front avec le djihadisme tracée dans le sable du Sahel », ces groupes, basés au Burkina Faso, adoptent une stratégie de harcèlement des forces de sécurité togolaises et d'infiltration progressive via des recrutements locaux et des actes de violence contre les civils. La région des Savanes, particulièrement touchée, est devenue un terrain d'affrontement où les forces armées togolaises tentent de contenir l'avancée des terroristes. Ces groupes exploitent les tensions communautaires, notamment avec les Peuls, pour recruter et renforcer leur présence. Les attaques autrefois limitées aux zones frontalières se sont intensifiées et s'étendent à l'intérieur du territoire togolais, menaçant des localités comme Mandjouri, Tombégo et Borgou, précise le rapport. Face à cette situation, le gouvernement togolais a mis en place l'opération militaire Kondjouaré dès 2018 pour sécuriser la frontière nord. En 2023, il a lancé les programmes d'urgence pour les savanes Purs afin d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables et freiner l'influence terroriste.
Cependant, les conflits fonciers persistants et la pauvreté aggravent la fragilité sociale, rendant la région plus vulnérable aux incursions. Pour faire face à cette menace qui fragilise la cohésion sociale et fait disparaître les activités économiques, l'accent est mis sur une coopération régionale renforcée entre les États côtiers et sahéliens. Une meilleure coordination des efforts militaires, associée à des politiques de développement ciblées et à une prise en compte des réalités locales, apparaît essentielle pour restaurer la stabilité et empêcher l'ancrage durable des groupes armés au nord du pays. Le Togo enregistre des progrès dans la lutte contre la tuberculose. C'est ce qui ressort du dernier rapport mondial de l'OMS sur la maladie rendu public en 2024. Selon l'Organisation mondiale pour la santé OMS, 30 personnes sur 100 000 étaient atteintes de la maladie au Togo en 2023. En cette même année, 3133 cas de tuberculose, toutes formes confondues, ont été dépistés. Cette statistique plus ou moins élevée résulte de la détermination des différents acteurs impliqués à sauver des vies à travers nombre d'interventions mises en œuvre sur l'ensemble du territoire. Au-delà des infrastructures médicales et des appareils contribuant à la lutte contre la maladie, des mesures sociales essentielles sont aussi mises en place. Il s'agit entre autres des suivis renforcés des patients et surtout la gratuité des soins pour toutes les formes de tuberculose. Pour rappel, la tuberculose reste l'une des principales causes de mortalité d'origine infectieuse dans le monde. L'OMS recense des millions de cas chaque année. Bien que les traitements aient réduit le taux de mortalité, la maladie continue de tuer des centaines de milliers de personnes, notamment dans les pays en développement. Les autorités togolaises ont récemment annoncé la suspension de l'exportation des noix et des amandes de karité. Cette mesure, prise en concertation avec les ministères du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, de l'Économie et des Finances, ainsi que de l'Agriculture, vise à remédier aux difficultés d'approvisionnement des unités locales de transformation. Ces dernières font face à une pénurie croissante de matières premières, limitant ainsi leur activité. Le Togo compte plusieurs unités de transformation du karité, mais la production nationale reste trop faible pour satisfaire leurs besoins. Avec une production annuelle d'environ 40 000 tonnes, le pays peine à alimenter les principales industries du secteur, dont certaines ont une capacité de traitement de 35 000 et 10 000 tonnes d'amandes de karité par an. Cette insuffisance contraint les entreprises locales à s'approvisionner au-delà des frontières, augmentant ainsi leurs coûts de production. Actuellement, le Togo est le 7e producteur mondial de karité et représente 5% des exportations de l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, plus de 25 000 tonnes de karité sont envoyées à l'étranger, réduisant ainsi la disponibilité du produit sur le marché intérieur. Cette situation freine le développement des industries locales qui ne peuvent pleinement exploiter le potentiel de cette ressource. C'est dans cette optique que les autorités ont décidé de suspendre temporairement les exportations. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie d'industrialisation visant à renforcer les capacités de transformation du pays. L'objectif est double: capter davantage de valeur ajoutée en développant la transformation locale et réduire la dépendance du Togo au marché extérieur. En encourageant la transformation sur place, le gouvernement espère stimuler la création d'emplois, dynamiser l'économie locale et mieux positionner le Togo sur le marché du karité, non plus seulement comme exportateur de matières premières, mais aussi comme acteur clé de la transformation de ce produit à forte valeur ajoutée. La liberté pour Moussa Dadis Camara. Alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement de 20 ans, l'ex-président de la Guinée a bénéficié vendredi d'une grâce présidentielle accordée par Mamadi Doumbouya, le président de la transition. Un geste pour raison de santé selon le décret présidentiel. Moussa Dadis Camara a été condamné en juillet de l'année dernière pour crime contre l'humanité. La justice guinéenne ayant reconnu sa responsabilité en qualité de chef hiérarchique dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009 dans un stade à Conakry, la capitale. La répression d'un rassemblement de l'opposition contre la candidature de Dadis Camara à l'élection présidentielle s'était soldée par la mort d'au moins 156 personnes ce jour-là, alors qu'au moins 106 femmes avaient été violées selon l'ONU.
Le capitaine Moussa Dadis Camara a dirigé la Guinée entre 2008 et 2009. Il avait été blessé par balle en décembre 2009 par son aide de camp Aboubakar Toumba Diakité, alors que les massacres du stade divisaient déjà son régime. Après sa chute, il s'était exilé au Burkina Faso. Reste à savoir si sa libération décidée par le général Doumbouya passera comme lettre à la poste. Même si le gouvernement guinéen s'est engagé à prendre en charge les frais d'indemnisation des victimes. Alors que la campagne électorale pour l'élection présidentielle au Gabon débute ce 29 mars, plusieurs organisations de la société civile, partis politiques et autres regroupements continuent d'adhérer au Rassemblement des bâtisseurs, un mouvement politique créé par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour les Gabonais, c'est le parti de Brice Clotaire Oligui Nguema, même si pour les élections présidentielles, c'est un mouvement tout simplement pour porter sa candidature. À travers cette démarche, les organisateurs entendent maintenir un élan et amplifier le message du RDB à travers tout le pays en invitant chaque adhérent à devenir un ambassadeur du mouvement. Le Rassemblement des bâtisseurs a présenté une vision qui est celle de bâtir le Gabon à travers la reconstruction de l'ordre gabonais, à travers la mise en place des politiques publiques idéales, à travers la construction des infrastructures durables. En 18 mois, nous avons vu des choses sortir de terre dont on n'espérait plus dans notre pays. Et tout modestement, nous pensons que les Gabonais lui doivent cette mandature. Ces ralliements, pour cet analyste politique, répondent à une logique des ambitions et des intérêts. Il est question de se positionner de telle manière que pour l'avenir, on ait la meilleure part. On est de la meilleure part. Et donc, c'est la recherche non seulement des meilleures postures, mais également des positions les plus favorables à l'adhésion massive du peuple. Alors que le vice-président sud-soudanais Riek Machar a été placé en résidence surveillée, le secrétaire général des Nations Unies a alerté la presse vendredi matin sur ce qu'il appelle une situation dramatique et désastreuse dans le pays. Les affrontements violents se sont multipliés et touchent les civils. Antonio Guterres a imploré les dirigeants politiques du Soudan du Sud d'honorer leurs promesses de maintien de la paix. Aux dirigeants de ce pays, je dis mettez fin à la politique de confrontation. Libérez immédiatement les responsables militaires et civils détenus. Rétablissez pleinement le gouvernement d'unité nationale et mettez vigoureusement en œuvre les promesses que vous avez faites en vous engageant à respecter l'accord de paix, qui est le seul cadre juridique pour des élections pacifiques, libres et équitables en décembre 2026. Aujourd'hui, plus que jamais, les dirigeants du Soudan du Sud doivent entendre un message clair, unifié et retentissant. Déposez les armes, faites passer le peuple du Soudan du Sud en premier. Le vice-président Riek Machar a été arrêté mercredi soir par des forces loyales au président Salva Kiir. La mauvaise entente qui s'intensifie entre les deux hommes fait craindre un retour à la guerre civile entre les forces qui les soutiennent, comme entre 2013 et 2018. Une administration transitoire de l'Ukraine sous l'égide des Nations Unies, c'est l'idée évoquée par le président russe lors d'une rencontre avec des marins à Mourmansk, dans le nord-ouest du pays. Selon le porte-parole du Kremlin, l'idée n'a pas été discutée par Vladimir Poutine et Donald Trump. Il semblerait même que Washington y soit opposé, d'après la déclaration ce vendredi d'un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Ces propos du président russe interviennent au lendemain d'un sommet organisé à Paris pour discuter de l'éventuel envoi en Ukraine de troupes européennes en cas de cessez-le-feu. Au moins 144 personnes sont mortes et des centaines d'autres ont été blessées en Birmanie après un fort tremblement de terre de magnitude 7.7. Une forte réplique a eu lieu quelques minutes après, fragilisant encore plus les édifices qui avaient résisté au premier séisme. La junte au pouvoir a déclaré l'état d'urgence dans 6 provinces et sollicité l'aide internationale. La secousse a également fait des dégâts en Thaïlande, comme le montrent ces images. Elle a notamment provoqué l'effondrement d'un immeuble en construction à Bangkok, à 700 km de l'épicentre. C'est dans ce bâtiment que
que se concentrent la plupart des victimes. 3 ouvriers ont été tués et près de 80 sont toujours portés disparus. La mairie de Bangkok a déclaré la ville zone sinistrée pour faciliter l'intervention des secours. Les habitants de toute la ville ont évacué les bâtiments et ont été invités à rester à l'extérieur en cas de nouvelles répliques. Enfin, le séisme a également été ressenti en Chine, causant des dommages aux maisons et des blessures dans la ville de Ruili, près de la frontière avec la Birmanie. L'armée israélienne a frappé ce vendredi la banlieue sud de Beyrouth pour la première fois depuis le cessez-le-feu conclu avec le Hezbollah le 27 novembre dernier. Israël a affirmé que le bâtiment touché servait au stockage de drones, ce que le président libanais a démenti. Tsahal avait averti la population d'évacuer les lieux avant l'attaque, promettant de riposter aux frappes qui, selon elle, ont été lancées sur Israël depuis le Liban. Le Hezbollah a nié avoir tiré ses roquettes et a accusé Israël de chercher un prétexte pour relancer le conflit. Pendant ce temps, à Gaza, le ministère de la Santé a déclaré qu'une famille de 6 personnes et un porte-parole du Hamas ont été tués dans des frappes israéliennes distinctes dans le nord du territoire palestinien. Plus de 800 personnes ont été tuées par Israël depuis que le cessez-le-feu a été rompu la semaine dernière. Israël a imputé la reprise des hostilités au refus du Hamas de libérer davantage d'otages avant que les négociations sur la fin de la guerre ne commencent. Le Hamas a déclaré qu'il ne libérerait les otages restants qu'en échange de prisonniers palestiniens, d'un cessez-le-feu durable et d'un retrait israélien de la bande de Gaza.